téléspectateurs de Radio Télépixel, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Facilité qui rentre chez vous. Vous savez que nous avons rendez-vous toutes les fins de semaine pour vous parler TI, pour vous parler technologie numérique et par rapport à notre contexte actuel. Vous savez, le contexte actuel est dominé par la COVID-19. C'est, comme je le dis toujours, un virus qui nous parle, un virus qui a une longueur d'avance sur nous. Un virus pour lequel on n'était pas préparé, nos systèmes n'étaient pas prêts à faire face. C'est pour ça tous les systèmes gouvernementaux, politiques, sociaux et autres. Donc, ils font tous face à ce virus. On est en mode réaction parce que on a comme l'impression on court après le virus. Donc, maintenant, on est à plein dans cette situation présentement, mais il y a un après. De quoi l'après sera-t-il fait? Il y a déjà des gens, des comités qui commencent déjà à travailler sur l'après-Covid, du point de vue technologique, évidemment. Ce que je veux dire par là, comment est-ce que les technologies pourraient aider à prévoir, comment est-ce que les technologies, en les utilisant à bon escient, pourraient aider à modéliser, cartographier, à déterminer ces genres de situations lorsqu'elles vont arriver. Donc, ces comités sont déjà à pied d'œuvre pour travailler parce qu'on réalise, on a comme échoué, si je peux utiliser ce terme, parce que c'est le virus qui nous fait sa loi. Quand on regarde ce qui se passe un peu partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, donc il y a moyen de se poser des questions. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre causerie, on va voir comment est-ce qu'on pourrait prévoir l'avenir, de quoi demain sera-t-il fait, quelles devraient être les décisions à prendre du point de vue technologique pour aider à identifier ces genres de pandémies lorsqu'on aura à faire face à justement ce que je ne souhaite pas, évidemment. Alors, ces dernières années, le monde a été témoin de pas mal de situations, de pas mal de pandémies. Il y a comme une augmentation du point de vue de la contamination des contagions. Donc, on peut parler du SRAS, ça c'était en 2003, on peut parler du virus Zika, on peut parler de l'Ebola et maintenant, on voit que l'on vit ce qu'on appelle la COVID-19, qu'on n'a pas encore de médicaments, qu'on n'a pas encore de vaccins malheureusement. Donc, il y a comme une augmentation croissante de ces genres de contagions-là. Donc, les principales villes au monde ont fait de l'innovation, ont fait de l'innovation au niveau de leur infrastructure physique pour supporter des catastrophes naturelles, telles par exemple les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis. Donc, les infrastructures physiques existent pour faire face à ces genres d'événements lorsque ça arrive. Mais du point de vue technologique, est-ce que nos infrastructures technologiques sont prêtes à supporter des pandémies comme nous le vivons maintenant? La réponse c'est non, quand on regarde ce qui se passe dans différents pays. Donc, on n'avait pas d'infrastructure disponible pour supporter ces genres de situations. Donc, il y a une intervention à faire, il y a des actions à prendre dans ce sens parce que les moyens existent, les technologies existent. Les méthodes existent, les concepts existent, il faudrait juste qu'on les mette à leur bonne place, qu'on essaie de les travailler comme ça doit pour que vraiment on arrive à prédire ces genres de situations et prendre les actions en conséquence. Donc, en d'autres termes, on peut dire que notre infrastructure technologique, notre infrastructure numérique doit être renforcée pour faire face à l'impact du COVID-19 et des crises sanitaires de santé publique comme l'on connaît présentement. Le principal défi aujourd'hui, au moment de la crise, c'est d'intégrer et de normaliser l'infrastructure numérique à des niveaux divers afin de modéliser et de définir une réponse dans un contexte de prévision et de la prise de décision. Donc, si les moyens existent, si les technologies existent, si les concepts existent, il faut juste qu'on les utilise. Donc, en utilisant tout ce qui existe en intelligence artificielle, en big data, le cloud, l'Internet des objets, ça nous permettra de collecter des informations. Et en collectant des informations, on va traiter les informations. En traitant ces informations, ça va nous permettre de modéliser, de cartographier, de présenter le comportement, que ce soit d'une maladie, que ce soit d'une pandémie, d'un virus. Maintenant, avec ces informations-là, ça va nous mettre en de bonnes positions pour prendre des décisions et prévenir le pire.
Donc, on peut dire que c'est ce qui n'a pas été fait dans ce cas. Maintenant, quand on regarde au cours des 17 dernières années, quelle avancée est-ce qu'on a eu du point de vue technologique? Pourquoi est-ce que je parle de 17 dernières années? C'est parce que le SRAS, c'était en 2003, syndrome respiratoire aigu sévère. En fait, c'est pas comparable du tout avec la COVID, parce que la COVID fait de loin plus de morts que le SRAS avait fait en 2003. Mais de 2003 à aujourd'hui, 17 ans déjà, il y a eu beaucoup d'avancées du point de vue technologique. On peut parler même de l'avenue de l'intelligence artificielle, on peut parler même de l'Internet des objets, on peut même parler du big data. Donc maintenant, est-ce que ces moyens-là ont été utilisés? Est-ce que ces moyens-là ont été comme exploités dans un sens pour prédire la situation que l'on vit présentement actuellement? Donc la réponse c'est non. Voilà ce qui devrait être fait. Et déjà, des comités commencent à travailler dessus, les gens qui ont cette responsabilité pour dire si ça existe comme méthode, comme concept, comme méthodologie, comme outil, comme moyen technologique, eh bien, utilisons-les pour définir des patterns, pour modéliser, pour cartographier, pour avoir des bonnes informations, pour avoir des bonnes données. Et en fonction des données qui ont été collectées, on va pouvoir prendre les décisions qui s'imposent pour éviter justement que l'on se retrouve dans des situations pareilles. Dans la pandémie actuelle, la COVID-19, nous assistons à 3 événements majeurs à travers le monde. 3 événements majeurs. Le premier, c'est une plus grande acceptation des services en ligne. On n'a pas le choix. On est en confinement, on est en isolement, on est en quarantaine. Donc, lorsqu'on est resté chez soi confiné, on n'a pas le choix de se tourner vers les services en ligne. Quand les grands centres d'achat, les restaurants, tous les services que l'on utilise au jour le jour sont fermés, eh bien, le seul moyen qui reste, c'est d'utiliser les services en ligne. Si je veux commander quelque chose, si je veux manger quelque chose, là, les restaurants sont fermés. Là, dans la plupart des grandes villes au monde, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste le take-out. Donc, ce que je veux dire par là, ils permettent de se diriger vers les services en ligne pour placer vos commandes. Comme moi, par exemple, via FaceTime, j'utilise Internet pour vous présenter cette émission parce que je ne peux pas sortir. Là. Il faut suivre les consignes gouvernementales qui demandent à ce que l'on reste chez soi et que l'on sorte seulement au besoin. Donc, le premier événement majeur que le COVID-19 nous a permis de découvrir, c'est une plus grande acceptation des services en ligne. Les gens se dirigent vers les services en ligne, vers l'Internet. Deuxième événement, c'est une exigence énorme pour les services Internet, pour les industries conventionnelles. Maintenant, l'Internet est devenu le point tournant de tout ce qui se fait. L'Internet est à base de tout parce qu'on est à distance. Même pour le télétravail, on le fait grâce à Internet parce que l'Internet existe. Et le troisième facteur important, le troisième élément important que le COVID-19 nous a permis de découvrir, c'est un renforcement de la connectivité entre divers types d'industries. Maintenant, au niveau des industries, les gens sont obligés de se communiquer, de se mutualiser, de faire le contact via l'Internet. Les industries qui sont en Chine, en Amérique, où des gens voyageaient au jour le jour pour différentes raisons, maintenant, en raison de l'arrêt total de tout ce qui est vol, de toutes les frontières qui sont fermées avec différents pays, maintenant, on n'a pas le choix d'utiliser l'Internet pour faire la communication, le lien, pour traiter des dossiers entre différents types de domaines, dans différents types d'industries. Donc, voilà ce que cette pandémie-là nous a permis de découvrir du point de vue technologique. Maintenant, si on parle de services en ligne, de connexion à Internet, de travailler à distance, maintenant, de tout ça, il y a comme un flux de données qui est généré. Donc, ce flux de données qui est généré, ça nous permet de collecter des informations. En collectant des informations, on peut traiter des informations. En traitant des informations qui nous permettent de déterminer le comportement des gens, l'habitude des gens, parce que l'habitude a comme changé. Donc, ça nous permet d'avoir des patterns, de modéliser, de créer certains modèles pour prendre des décisions. Autre chose aussi qu'il faut remarquer, dans le siècle où nous vivons présentement, les gens voyagent beaucoup. La mobilité est exponentielle.
en raison des industries qui se situent un peu partout à travers le monde, en Asie, en Europe, le head office peut-être en Angleterre, il y a plusieurs antennes aux États-Unis, plusieurs antennes en Afrique. Les gens voyagent beaucoup pour affaires. Maintenant, cette mobilité qui est exponentielle, ça entraîne beaucoup de choses. Donc, si en collectant tous ces flux de données qui pourraient découler de tout ce que je viens de dire, que ce soit la mobilité, que ce soit la connectivité, ça nous permettra, avec les outils qui existent comme l'intelligence artificielle, comme le big data, de déterminer le comportement des gens et puis de prendre des décisions. Ce que je veux dire par là, la COVID-19 a été identifiée vers la fin des années 2019 dans une ville en Chine. OK? Maintenant, de là étant, les gens voyagent beaucoup. Le voyagement des gens de la Chine vers l'Amérique, vers l'Europe, donc ça transmet. C'est un vecteur de transport pour le virus qui fait que le virus est mondial et ça devient une pandémie. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des systèmes? Est-ce qu'on avait utilisé les technologies pour avoir tout ce que je pourrais appeler, pour collecter toutes ces informations sur l'habitude des gens, le déplacement des gens, comment est-ce que les gens utilisent leurs moyens de déplacement. Maintenant, si on avait toutes ces informations, on pourrait aller questionner ces informations, interroger ces informations pour définir des patterns, pour voir tel genre, telle personne était victime de ce virus-là, voilà le cheminement de cette personne d'une ville à une autre, parce que ça se fait. Si le virus se propage, c'est parce qu'il y a le déplacement. Le virus, c'est pas dans l'air, c'est les humains qui le transmettent. Alors, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent présentement par rapport aux collectes des données qui permettent de déterminer ces patterns-là? Donc, mesdames, messieurs, on se dirige vers ça, là. Après qu'on est sorti de cette crise-là, après qu'on est sorti de cette situation de pandémie, les gens vont commencer, ils ont déjà commencé à réfléchir sur la façon dont on peut utiliser tout ce qui est information relative aux gens, à leur déplacement, à leur mode de vie, à leur comportement pour déterminer non seulement comment est-ce qu'un virus peut voyager, mais aussi le comportement de ce virus-là à travers différents types de personnes qui permettra justement aux scientifiques de définir ou d'avoir un peu plus rapidement un vaccin pour convaincre ou du moins pour résoudre ce genre de situation lorsque ça se présente. Donc, c'est exactement vers quoi l'on s'en va après qu'on est sorti justement de cette crise-là. Donc, l'infrastructure numérique joue un rôle essentiel dans la prévision et la modélisation des épidémies. Prendre des modélisations à partir des services supportés par l'intelligence artificielle, ça nous permet de modéliser, de détecter rapidement des zones épidémiques, de mesurer le volume de l'épidémie, sa forme et sa densité. Et puis, une fois qu'on aura collecté toutes ces informations, eh bien, ça nous permettra de prendre des décisions éclairées. Au lieu d'être en mode réactif, on va être plutôt proactif parce qu'il va y avoir une banque de données qui nous permettra de cartographier, de modéliser, de comprendre. Voilà ce qui voilà ce qui nous manque surtout avec le COVID-19. On ne comprend pas l'évolution de la maladie, on ne comprend pas comment ça se passe. Maintenant, ça a toujours une longueur d'avance sur nous. On court toujours après ce virus-là. Maintenant, si on utilise les technologies pour collecter ces informations par rapport aux méthodes qui existent, comme par exemple l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets. Donc, comme j'ai dit, par rapport à 2003, on a eu un genre beaucoup d'avancées dans tous ces domaines-là, mais ça n'a pas été vraiment exploité à bon escient pour prévoir ces genres de situations lorsque cela se produise. Mesdames et messieurs, si l'on veut définir une feuille de route pour l'avenir, prédire l'avenir, comment l'avenir sera fait une fois qu'on aura sorti de cette crise, de cette pandémie, eh bien, on veut dire que le virus nous a donné un nouveau départ pour développer de l'infrastructure numérique. Notre infrastructure numérique doit être revue à différents niveaux parce que c'était comme un choc pour nous, que ce soit en termes de volume, en termes de capacité, en termes de densité, en termes de capacité décisionnelle, nos infrastructures technologiques ont subi un grand coup durant cette pandémie.
Donc, l'utilisation du cloud, du big data, comme j'ai dit tantôt, ça va fournir la possibilité aux industries de développer et de construire des nouveaux modèles d'affaires qui vont aider les citoyens à comprendre la gravité des maladies, des pandémies et aussi de prendre des décisions préventives. Déjà, il y a une coalition de chercheurs et d'intervenants de privés et gouvernementaux de différents pays, effectivement, qui déjà commencent à réfléchir sur ça. Et puis, il y a comme un genre de partenariat public-privé, des gens qui investissent, des gens qui ont de l'argent, qui investissent aussi dans ces domaines-là, dans des recherches, sur la base des technologies pour trouver des solutions. Je peux prendre un exemple, le philanthrope Bill Gates, qui a déjà investi, il y a même déjà un vaccin qu'on est en train de tester présentement, que Bill Gates a financé pour trouver une solution à la COVID-19. Je peux même prendre un exemple aussi, le fondateur de Twitter, qui a fait un don d'1 milliard de dollars pour la recherche dans ce domaine-là. Donc, peu importe votre secteur d'activité, peu importe là où vous évoluez, il y a un genre de partenariat qui commence à se définir, qui commence à prendre forme pour non seulement définir un vaccin pour contrer la COVID-19, mais aussi définir à l'avenir comment est-ce qu'on peut être plus prêt, puisqu'on n'a pas été prêt du tout. Le virus nous a pris de court, le virus nous a comme à une longueur d'avance sur nous. Maintenant, il faudra que l'on se prépare à l'avenir pour ces genres de situations. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est maintenant le moment pour les pays d'accélérer la construction des nouvelles infrastructures numériques. Donc, en plus d'avoir des infrastructures physiques qui supportent les catastrophes naturelles, on devra aussi penser à nos infrastructures technologiques. On a déjà commencé à penser aux infrastructures technologiques, mais sur d'autres aspects, comme par exemple les cyberattaques, comme par exemple les vols de données, les gens qui peuvent attaquer des systèmes robustes des grands pays pour faire des vols de données et puis attaquer les systèmes vitaux de ces pays-là. On met en place déjà des moyens sécuritaires pour le faire, mais maintenant, on parle ici d'infrastructures technologiques généralisées pour utiliser ces technologies-là pour définir, pour cartographier, pour modéliser et pour prévenir. C'est ce qui nous a manqué dans cette crise-là. Il y a eu comme un manque de prévision. On n'a pas vu venir ça. Il y a des gens qui l'ont mentionné dans les discours dans des années passées, mais il n'y a aucune décision qui a été prise, que ce soit à un niveau ou à un autre, pour dire, OK, puisqu'il y a une possibilité que ça se passe, on va utiliser les technologies pour bloquer cette situation. Eh bien, ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. Et les gens qui sont payés pour ça, ils commencent à avoir des ateliers, ils commencent à avoir des brainstorming pour dire, OK, voilà le plan d'affaires, voilà comment est-ce qu'on va définir pour éviter que l'on soit dans cette situation, justement en utilisant les outils qui existent, en utilisant la technologie. Comme j'ai dit, j'ai parlé beaucoup d'intelligence artificielle parce que ça permet, c'est très fort, c'est puissant, c'est robuste, la collecte des données et de traiter des données, des volumes de données extraordinaires. Parlant d'intelligence artificielle, je lisais aussi cette semaine un rapport qui est sorti dans une revue scientifique de San Francisco qui parlait d'une toilette intelligente. Ça existe, une toilette intelligente. Comment est-ce qu'on fait? On place une caméra au niveau de la toilette, dans le bol de la toilette, et puis qui essaie de filmer tout ce qui sort là, quand vous vous rendez aux toilettes. Et puis ça fait une analyse de vitesse, de densité, de tout, et puis ça permet de déterminer un ensemble de maladies. Vous voyez à quel point est-ce que l'on est présentement? Voilà ce que l'intelligence artificielle peut faire. Donc, ça collecte des données, ça collecte ces informations pour chaque personne et puis ça permet de déterminer, de détecter des maladies que vous pouvez avoir dans votre corps. Donc, l'expérience pilote a été faite et ça a été un succès. Maintenant, il y a eu un sondage aussi qui a été fait pour dire, écoute, là, placer une caméra dans un bol de toilette, c'est quoi votre vie privée? Est-ce que ça existe? Maintenant, 35% des gens se sont dit d'accord avec ça, ils n'ont pas de problème. Je dois vous dire aussi que la crainte, c'était on pourrait identifier
le mouvement des gens, quelle personne a visité votre maison, quelle personne a visité votre petit cabinet. Parce que savez-vous que chaque personne a une forme de postérieur unique. Donc, comme vous avez un empreinte digitale, chaque personne a une postérieure unique. Maintenant, avec ça aussi, cette caméra-là pourrait collecter cette information et dire, OK, telle personne a visité votre toilette, telle personne a été chez vous. Bon, ça, c'est pour les gens qui s'occupent de la vie privée. Je vais leur laisser cette partie. Mais pour vous dire que suivant l'enquête qui a été faite, 37% des gens se sont dit d'accord avec cette technologie puisque ça va permettre de sauver des vies. Et il y a 15% dans le rapport qui disait que, bon, écoute, là, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de vie privée. Placer une caméra, je ne sais pas qui va avoir accès à ces données, qui va visionner cette caméra-là. Mais en bout de ligne, c'est une question de vie parce que ça permet de détecter au bon moment des maladies. Donc, si on peut le faire juste pour ça, maintenant, cette technologie aussi peut être utilisée pour détecter, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer 5-10 ans quand une épidémie va arriver? Est-ce qu'on va être prêt? Comment est-ce qu'on peut, non seulement, on ne peut pas empêcher ça d'arriver, on ne peut pas empêcher un nouveau virus d'apparaître, mais maintenant, c'est quel mécanisme qui va être utilisé en utilisant les technologies pour le contenir, pour le circonscrire, pour éviter que ça se propage, comme c'est le cas pour la COVID-19, où vraiment tout le monde est aplati. Là. Par rapport à ça, on essaie toujours de trouver. C'est le virus qui fait son chemin. On a comme l'impression que c'est le virus qui va s'épuiser, qui va s'épuiser, et puis après, on va dire, bon, OK, d'accord, c'est correct pour retourner à une vie normale. On n'est pas encore là parce qu'il y a certains pays qui sont toujours dans le pic, qui n'ont même pas encore pris le pic dans le virus. Donc, mesdames, messieurs, l'avenir va être différent. Il y a des choses qui sont là pour rester. Il y a des choses qu'on a commencé à faire présentement qui sont là pour rester, comme par exemple le télétravail qui est comme venu avec la pandémie actuelle pour plusieurs entreprises. Maintenant, c'est là pour rester du point de vue économique, du point de vue technologique, du point de vue infrastructure. Je vais vous donner juste un simple exemple. Une compagnie qui avait 200 personnes, qui louait une tour à bureau là, dans le centre-ville, qui payait des milliers de dollars, maintenant qui réalise l'économie qu'il fait présentement au cours de ces 2 derniers mois parce qu'il n'y a personne qui fréquente le bureau. Écoute, là, ils vont commencer par se réfléchir. Tu paies la personne un petit peu plus, là, et puis la personne reste chez elle, elle travaille et la business se fait, là. Ça tout roule. Donc, on va commencer à réfléchir sur certains aspects. Et d'autres choses aussi, là, on n'est pas proche d'un retour à la vie normale. On n'est pas proche de ça. On ne sait même pas pour combien de temps qu'on est encore dans le confinement, comment est-ce que ça va se passer, puisqu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. C'est vrai qu'on travaille, on est toujours en phase d'essai sur certains médicaments. Donc, pendant qu'on travaille sur les recherches pour trouver un vaccin, d'autres équipes travaillent pour définir l'avenir et d'autres équipes travaillent aussi pour voir qu'est-ce qu'on va garder de notre mode de vie présentement, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique. Et d'autres aspects aussi vont être définis pour dire comment est-ce qu'on peut travailler pour avoir des infrastructures technologiques beaucoup plus robustes pour supporter peu importe ce qui peut se passer pour nous mettre dans une situation comme l'on est présentement. Et pour terminer, je vais juste vous donner quelques petites nouvelles par exemple, Facebook, surtout avec sa messagerie WhatsApp, là, qui a pris des nouvelles décisions, des nouvelles mesures cette semaine pour éviter la propagation des fausses nouvelles, ce qu'on appelle des infox. Il y a des informations qui ont circulé sur WhatsApp, plus précisément au Royaume-Uni, faisant croire que le 5G serait à l'origine du COVID-19. Maintenant, il y a même des attaques qui ont été faites sur certaines installations des compagnies télécom en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Et ces 4 compagnies-là ont fait sortir une note pour dire que ces informations-là sont infondées, que ça n'a rien à voir. Ce qui fait que Facebook a décidé de prendre des mesures pour éviter la propagation des informations à plus que 5 personnes, des messages qu'on appelle des messages viraux, pour éviter que l'on propage ces informations-là pour protéger la société. Donc, il y a beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec la vérité qui circule. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients de ça et ils commencent à prendre des mesures. Donc, Facebook est le plus visé par ça parce que Facebook se retrouve en première ligne avec toute sa galaxie d'applications, WhatsApp, la plateforme WhatsApp, Instagram et puis Messenger, tout et tout. Juste vous dire que le volume de messages WhatsApp qui a circulé sur WhatsApp juste pour le mois de mars là, a augmenté de 50%, mais c'est surtout dans les pays les plus touchés par le virus. Donc,
les gens se tournent vraiment vers les outils de communication à distance, là, WhatsApp, Skype, Teams, Google Duo, Zoom. Zoom a des soucis aussi de sécurité, là. Je ne vais pas entrer dedans. Donc, 50%, il y a une augmentation de 50% de messages qui ont été livrés au cours du mois de mars en utilisant la plateforme WhatsApp. Et puis, il y a l'Organisation mondiale de la santé aussi et d'autres ministères qui utilisent WhatsApp pour faire communiquer des informations. Fait que Facebook s'est dit, il y a des bonnes informations qui circulent, mais aussi il y a des mauvaises informations. Il faudra qu'on trouve une façon pour limiter le vrai du faux. Donc, il travaille là-dessus présentement et il va y avoir des mesures qui vont être prises assez incessamment pour résoudre ce problème. Et l'Organisation mondiale de la santé à eux-mêmes, ils ont publié 100 millions de messages depuis le début de la crise sur WhatsApp. L'Organisation mondiale de la santé et des ministères de santé, ils ont fait propager 100 millions de messages sur WhatsApp depuis le début de la crise. Fait que c'est pour vous dire l'utilisation qui est faite vraiment des médias sociaux dans le contexte où nous sommes. Mesdames et messieurs, l'émission c'est Facilité. Mon nom c'est Clément Calvert. Le moyen de contact avec nous c'est le 514-799-6087 et par email clément.calvert@clémentcalvert.com. C'est un plaisir de vous parler. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. On va toujours suivre l'évolution de la situation pour vous apporter ce qui se dit, ce qui se fait et ce qui se planifie aussi dans les prochains jours, du point de vue technologique. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, soyez prudents, lavez-vous les mains, restez chez vous, ne sortez pas seulement au besoin. Alors, on espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine livraison. Bonne soirée.